Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la télévision Free TV qui émet sur le numéro 254 du bouquet Canal+, et sur le multiplex de la TNT du Burkina Faso. Vous êtes à l'émission Présimètre voulue par l'ONG Diakonia avec l'ensemble de ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons passer à la loupe le bilan des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré qui a été élu en 2015 et qui a exercé donc pendant 5 ans. C'est l'heure du bilan, même s'il a déjà entamé son deuxième mandat, parce que le thème de cette émission, c'est bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Donc, il s'agit du bilan des engagements. Qu'est-ce qu'il a pris comme engagement sur le plan des engagements phares et à l'heure du bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir? Sachez que je ne suis pas seul dans le cadre de cette émission Chrono Citoyen. Je suis avec monsieur Roger Minungou. Il est analyste des politiques publiques à l'ONG Diakonia. Bonsoir, monsieur Minungou. Bonsoir, monsieur Boukma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Également avec nous, monsieur Dieudonné Ouedraogo, assistant de programme au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir, monsieur Boukma. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci, madame, monsieur, vous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de micro-trottoirs que nous allons suivre. Il s'agit également du regard de nos invités, mais il va aussi s'agir de la possibilité pour vous d'interagir avec nous sur la plateforme Présimètre, mais aussi sur le numéro 25 36 04 04. Donc, au cours de cette émission, il y aura un moment où nous allons ouvrir la ligne pour que vous puissiez appeler, poser des questions, faire des commentaires et ou des contributions de tout cela dans le respect dans un esprit de courtoisie. Donc, pour SMS également sont les bienvenus sur tout le dispositif web, donc que ce soit sur la page Facebook ou sur la plateforme Présimètre.bf pour que nous puissions les reprendre pour vous. Je dis bien, ça peut être aussi des questions, des commentaires qui sont les bienvenus. Alors, pour camper le décor, nous allons passer à la première question. Le thème dit bien, bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Donc, l'heure au bilan des engagements. Alors, monsieur Minungou, quand on parle d'engagement du président, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle du mot engagement? Merci beaucoup, monsieur Boukma. Et je voudrais avant tout propos dire également merci à la télévision Free TV qui nous donne l'occasion donc d'échanger avec les téléspectateurs. Et également dire merci et félicitations à tous les partenaires de Diakonia qui se sont mobilisés depuis donc 2016-2017 sur le programme de redevabilité économique et politique à travers l'éthique dénommé Présimètre. Et donc le programme Présimètre c'est voulu donc un programme de suivi de la mise en œuvre des engagements du président élu, donc son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Et de quoi s'agit-il? Il vous souviendra qu'en 2015, les candidats aux élections présidentielles avaient soumis des projets de société. Et c'est sur la base des projets de société que les électeurs ont accordé leur voix à l'élu qui a été le président Roch-Marc Christian Kaboré. Au soir du bilan, on s'était dit après les élections, tout n'était pas terminé. Il faut voir si le président met en œuvre ce qu'il a promis. Alors, on se rend compte que le projet de société a été traduit par le référentiel national qui était le PNDS. Et donc, l'ensemble des actions inclus dans le PNDS et le projet de société du président nous ont servi de canevas pour suivre un peu leur mise en œuvre. Mais de façon spécifique, le programme Présimètre, à l'issue de sondages sur les préoccupations réelles des populations, nous nous sommes donc focalisés sur quelques engagements, notamment 85 engagements pris par le président du Faso pour voir si effectivement on était dans la bonne direction ou pas. Et font partie de ces engagements la question de la sécurité et de la défense, et le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la question de la promotion des droits des femmes et la question de la promotion de l'environnement, la formation et l'emploi des jeunes, et enfin la sécurité alimentaire. Voilà les axes autour desquels
Diaconia et l'ensemble des partenaires, une quinzaine, et donc c'est mobilisé pour voir qu'est-ce qui est fait. Et donc nous sommes bien sûr au bilan et nous pourrons revenir de long en large sur ces questions-là. D'accord. Merci à M. Minougou. Je me tourne vers M. Ouedraogo du CGD vous êtes avec nous. La plateforme Plaisimètre, l'initiative Plaisimètre a fait son chemin. Aujourd'hui, l'heure est également au bilan. C'est une plateforme qui a été offerte au Burkinabé pour qu'il puisse s'exprimer. Alors vous, quel regard avez-vous sur l'initiative Plaisimètre avant qu'on ne passe au vif du sujet? Ok, je vous remercie M. Bougma et aussi à l'ensemble de la télévision Truth TV qui nous donne cette opportunité avec Diaconia pour justement discuter des engagements du président du FASO pour l'année 2016 à 2020 et voilà, aussi qui nous permet en tout cas de discuter aussi de cette plateforme qu'on appelle le Plaisimètre. Effectivement, c'est un outil nouveau et qui a été mis en place sous le mandat du président Roch Kaboré, le premier mandat, qui permet justement à l'ensemble des citoyens de pouvoir suivre ou bien de comprendre, parce que souvent l'engagement, ce n'est pas forcément tout le monde qui a cette intelligence entre griffes de comprendre ce qui est dit, mais en le traduisant par des termes beaucoup plus soft, ça permet non seulement à l'ensemble des citoyens de suivre, mais aussi aux OSC de s'accorder autour d'un outil qui leur permet de dire tiens, le président il a pris une promesse. Il a promis que, et une fois élu, je ferai cela, et est-ce que cela a pu être réalisé? Les OSC ou Diaconia, par cet outil-là, se veut être l'œil du citoyen plus proche de l'exécutif pour voir réellement est-ce que les promesses se tiennent. Et donc, il faut féliciter cette initiative, féliciter l'ensemble des acteurs parce que c'est vraiment plusieurs acteurs qui ont travaillé, qui apportent leur contribution pour que l'outil fonctionne. Voilà, ça va depuis la conception, ça va également dans les sondages d'opinion, la collecte des données quantitatives sur le terrain, il y a le suivi, il y a les analyses. Donc, c'est vraiment tout un travail et toute une équipe mobilisée pour permettre à l'ensemble des citoyens de voir clair comment les choses avancent, comment les choses sont mises en œuvre. Et ça permet aussi d'interpeller le gouvernement toutes les fois que la nécessité se présente. Parce qu'il y a aussi des délais qui ont été assortis des engagements. Et donc, si on sent que cet engagement n'est pas certain d'être réalisé dans ce temps donné, c'est quand même une manière aussi de relancer pour dire ah mais tiens, n'oubliez pas, vous êtes à tel temps par rapport à votre promesse, quand ce n'est pas évident. Donc ça amène l'exécutif ou l'ensemble du comité chargé justement de la mise en œuvre de ces engagements-là, en tout cas de se ressaisir et travailler à réaliser ces engagements-là. D'accord, alors je reste avec vous, oui. Mais il y a d'autres pays qui ont tenté, ça n'a pas marché. Au Burkina Faso, quel a été le secret pour que ça marche? Parce que ce soit le Boari Meta au Nigeria ou le Maki Meta au niveau du Sénégal, ça n'a véritablement pas pris. Pourquoi est-ce que là-bas ça n'a pas pris et ici, qu'est-ce qui a été le secret pour que ça marche? Je n'ai pas envie de jeter des fleurs au Burkinabé, mais oui, on peut déjà partir du fait que c'est... le président Roch Christian Kaboré a été élu à la suite d'une insurrection populaire. Ça veut dire que les Burkinabés, à travers cette insurrection, avaient manifesté un besoin de faire de sorte que la redevabilité soit au cœur de la gouvernance démocratique. Voilà, on ne peut pas dire qu'on gouverne sans pouvoir nous donner des informations. Donc les citoyens, en sortant, en manifestant, ont marqué en tout cas le coup en disant oui, nous souhaitons que désormais les choses soient transparentes. Donc, à la suite de cela, l'ensemble des partenaires techniques et aussi l'ensemble des OSC se sont dit tiens, il faut qu'on s'engage, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se donne les mains. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'ego. Voilà, chacun accepte, dit c'est un outil, il faut donc que chacun de nous apporte la pierre. Il ne faudrait pas qu'on s'assoie pour dire oui, c'est l'initiative de tel OSC, c'est l'initiative de telle ONG, donc je ne me sens pas concerné. Non, tous les Burkinabés ont vu en cet outil un moyen pour eux de savoir où rentrent les finances publiques, où rentre l'argent public destiné en tout cas au développement de tout le monde. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs ont cru d'abord à cet outil, ils se sont donné la main, ils ont accepté de s'engager sans réserve.
Voilà. Et aussi, il faut dire, ça a été réparti de telle sorte à ce que chacune des structures a un morceau à gérer dans ce programme Présimètre. Ce n'est pas une seule institution. Voilà, c'est piloté, mais il y a toujours plusieurs structures qui chacun occupe d'un morceau, ce qui rend léger et soft la manière de les gérer. Donc c'était plus facile et forcément ça devrait nous conduire à un succès. Voilà, et je rappelle que pour moi, c'est surtout parce que l'ensemble des OSC, l'ensemble des citoyens y ont cru. Ils ont vu au Présimètre un outil sérieux et nouveau pour les permettre de participer à la gouvernance dans notre pays. Merci beaucoup. Même s'il faut féliciter les citoyens burkinabés, il faut également reconnaître qu'il y a des autorités burkinabées qui ont accepté se prêter à ce jeu parce qu'ailleurs ça n'a pas été évident. Alors quel a été votre secret au niveau de Diakonia pour le succès? Parce que ce n'est pas évident ailleurs. Parce que souvent il y a des autorités également qui refusent de collaborer. Oui, et c'est vrai. Déjà, il faut féliciter, comme vous l'avez dit, en premier lieu, le chef de l'État qui s'est d'abord prêté à l'exercice dialogue citoyen en avril 2016 et qui a planté le décor et qui, à la suite, a demandé à l'ensemble des ministères ou des institutions de se prêter également à l'exercice parce qu'il s'agit d'un acte de redevabilité, un acte de transparence qui montre aux yeux des citoyens les efforts qui sont consentis, mais aussi les faiblesses ou les limites constatées. Donc, il faut s'en féliciter. Mais il faut également dire qu'il n'y a pas eu de secret magique, il n'y a pas eu de bâton magique. Et le Burkina Faso s'était déjà inscrit dans le processus d'un gouvernement ouvert. Et déjà cette volonté prédisposait les autorités à se dire, mais tiens, saisissons bien la brèche et allons, comme aiment à le dire certains, allons au large. Donc nous avons créé la dynamique et offert donc l'espace citoyen aux autorités pour que les autorités puissent s'en servir et communiquer sereinement avec les populations, avec les détenteurs. D'accord. Dernière question avant que nous passions voir ce que les Burkinabés pensent effectivement des engagements du chef de l'État. Alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est comment est-ce que vous avez réussi à faire, parce que vous avez dit c'est 85 engagements regroupés, comment est-ce que vous avez procédé à l'identification de ces 85 engagements et à pouvoir les regrouper dans les sections que vous avez dit, dont vous avez parlé en début d'émission? Très bien. Et j'ai tantôt évoqué justement le projet de société du président du Faso. Et donc pour nous, pour regrouper les engagements, on n'est pas allé chercher ailleurs. Nous avons juste pris le projet de société du président, Roch-Marc Christian Kaboré, et nous avons regardé, après donc le sondage qui a été effectué et qui a révélé que les populations voulaient qu'on s'intéresse aux secteurs sociaux, donc l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la question de sécurité. Donc on s'est dit, ok, quels sont les engagements précis pris dans ces domaines? Et nous les avons juste listés et nous avons essayé maintenant au fil du temps de faire le suivi. Mais également, dans le cadre de ce suivi, nous avons intégré la donne qui a consisté donc à prendre en considération le PNDS, mais surtout sur le volet analyse, parce qu'on ne pouvait pas occulter le PNDS lorsqu'il s'agit de parler des engagements. Et peut-être avec le temps, on verra, il y a des engagements qui ont été formulés dans le projet de société qui n'ont pas été repris dans le PNDS ou qui ont été insuffisamment repris dans le PNDS. Et au-delà, nous avons aussi considéré toutes les politiques et les stratégies qui ont été développées pour contribuer à la mise en œuvre de ces engagements-là. Et après, on a fait tout le reste, le travail de terrain, mais de façon vraiment collaborative avec les autorités. Et nous saluons vraiment cette grande ouverture qui nous a vraiment facilité l'accès des données en temps réel, mais aussi de discuter sur des sujets parfois inespérés et qui a produit les résultats que tous nous voyons. D'accord. Merci. Vous êtes à cette émission de Chrono Citoyen consacrée au bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Et je suis avec mes invités. Mais qu'en pensent les Burkinabés par rapport à ce bilan sur un certain nombre de choses? Nous allons suivre ce micro-trottoir avant de revenir sur ce plateau. Sur le plan éducatif, il faut reconnaître que lorsqu'on est dans des grands centres, il n'y a pas de problème. Mais dans les petits centres, dans les zones très reculées, il y a toujours des écoles sous paillotes. Et avec l'insécurité également,
il y a des écoles encore qui n'ont toujours pas d'enseignants. Donc il y a beaucoup d'efforts qui doivent être menés dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut redoubler d'efforts peut-être dans le deuxième mandat à ce niveau pour le redéployer, peut-être voir comment ils vont sécuriser les zones-là pour que les enseignants puissent repartir et comment résoudre les problèmes également des écoles sous Payotte. Sur le plan éducatif, là quand même je tire mon chapeau aux deux ministres, le ministre Waro et le ministre Maïga, en tout cas qui font du travail formidable. Et quand on revient au niveau du MENA, vous voyez déjà que le ministre Waro, la mise en place des écoles, des lycées techniques où ce sont les meilleurs du BPC qui sont orientés là-bas. Vous voyez même les résultats et tous ils sont admis à leur bac. C'est une très bonne chose parce que c'est une préparation aussi de la crème. Pour le plan sécuritaire, ça n'a pas été facile parce que dû à ce qu'on a vécu, il y a eu beaucoup de décès. Mais je crois qu'avec le deuxième mandat là, Inch'Allah, ça ira. Sinon, le premier mandat, là, ça n'a pas été vraiment facile avec eux. Ça a été dur. On a beaucoup pleuré, avec beaucoup de décès. Mais je crois que la chance qu'on l'a ouvert cette fois-ci, là, ça ira. Sur le plan sécuritaire, je dirais que dès les premiers jours, ce n'était pas facile. On a ressenti un petit tâtonnement au niveau de la coordination des actions. Mais au fur et à mesure que les choses ont avancé, on a remarqué qu'en tout cas, on a repris du poil de la bec. Et nous sommes arrivés à un certain moment où, en tout cas, c'est l'ennemi en face qui, en tout cas, se cherchait dans nos différentes interventions. Le plan sanitaire aussi, il est à féliciter parce que j'ai vu qu'il y a eu une gratuité des soins qui a été octroyée aux femmes enceintes, aux enfants en bas âge. C'est vraiment à féliciter. Mais la situation sanitaire est toujours précaire. Parce que quand tu vas à l'hôpital, il y a les malades qui sont étalés partout, à même le sol. C'est pas intéressant à voir. Et aussi la situation du Covid là, il faut qu'ils revoient vraiment. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Effectivement, en 5 ans, tout ne peut pas être fait, mais des balises peuvent effectivement être dressées. Alors, vous venez de suivre la réaction de ces citoyens burkinabés, M. Ouedraogo. Quand vous entendez ce que les uns et les autres ont dit, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel dans les engagements du chef de l'État? Alors, merci pour cette question. Déjà, sur le propos des citoyens qui se sont prononcés sur l'engagement du président du Faso, il faut dire que les résultats sont, quand on écoute, un peu toujours mitigés. Ils relèvent quand même une satisfaction dans certains domaines, notamment dans le secteur de l'éducation et aussi certains aspects du secteur de la santé, mais aussi à des insatisfactions quand il s'agit de la question sécuritaire, quand bien même ils nourrissent un bel espoir qu'avec les dernières sorties, avec la dernière mobilisation, les remaniements qui a eu lieu, il y a un espoir d'un lendemain meilleur, en tout cas pour l'ensemble de ces Burkinabés. Pour nous particulièrement, il faut dire effectivement que quand on prend le secteur de l'éducation, on a senti des efforts. On a senti des efforts. On a vu la construction d'un certain nombre d'établissements. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faut le dire. Une bonne partie de la mise en œuvre du programme national de développement économique et social se tenait dans un contexte d'insécurité avec ce qu'on a vu ci et là, des attaques, des incendies d'établissements, Et aujourd'hui, avec le phénomène des personnes déplacées internes, on a beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves, et qui sont privés, en tout cas, de ce droit-là, entre griffes, d'aller à l'école. Donc, on peut dire dans l'ensemble que, certes, les ministères en charge du volet de l'éducation, de l'enseignement, en tout cas, des efforts ont été consentis. Mais le terrain, on attend toujours. Il y a le processus de normalisation de certains établissements qu'on attend toujours parce qu'une école, c'est ça aussi. Ça fait 6 classes. Mais jusqu'à présent, on a toujours de ces établissements-là où il n'y a que 3 classes. Où aujourd'hui, on comptabilise beaucoup de ces écoles. Mais
il faut faire en sorte que l'école soit davantage plus proche du citoyen, parce que ce n'est pas simple. Pour ceux qui ont fait les campagnes, voilà, ils vous diront marcher sur 4-5 km pour retrouver ton collège. Je me demande, tu arrives dans un état fatigué, est-ce que vraiment ton esprit est encore disposé pour apprendre quelque chose? Donc, il faut donc faire l'effort davantage pour raccourcir les distances qui existent entre le village et les établissements d'enseignement, surtout secondaire. Au niveau du primaire, on sent de plus en plus effectivement l'existence des écoles à proximité, mais côté collège, ça ne suit toujours pas. Il faut donc travailler davantage à combler ce gap-là. Voilà. Du plan de la santé, la première mesure où les citoyens ont applaudi, c'est quand vraiment le président s'est engagé pour la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et aussi pour les femmes enceintes. Voilà. Il faut donc dire que ça a vraiment été salué. On le sentait venir. C'est un début d'une certaine couverture d'assurance. Mais voilà, c'est comme on a pu constater aussi sur le terrain. L'effort reste à saluer. Tout de même, en tant que citoyens, nous espérons toujours mieux. Parce que la politique, elle est là, elle a été affirmée, et elle a connu un commencement. Cependant, les difficultés sur le terrain ont, à un moment donné même, voulu dépasser les acquis de la politique. Parce que les gens partent dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Certes, il y a le principe de la gratuité qui est là, mais les produits ne sont pas là. D'accord. Alors, une fois que le produit n'est pas là, il faut sortir faut aller dans une pharmacie. Est-ce qu'il y a un bon qu'on te donne d'aller à la pharmacie pour obtenir ce produit gratuitement? Non. Il faut donc aller dépenser. Alors, nous allons revenir section par section. Alors, mais Monsieur Minungu, j'ai l'impression que c'est dans le domaine de l'éducation que le bilan semble être satisfaisant quand on entend parler les uns les autres et quand on regarde au niveau de la plateforme Présimètre. Oui, je dois d'abord dire que de façon générale, le suivi que nous avons fait des 85 engagements révèle qu'à la fin de l'année, on est à un taux de totale réalisation d'environ 35%. 35% d'engagements totalement réalisés. Et il y a environ 60-67% d'engagements en cours de réalisation. Donc la réalisation n'a pas été achevée. Et donc du coup on voit effectivement que bon, il y a eu des efforts, mais les efforts pouvaient encore être meilleurs, sinon accrus, pour atteindre de meilleurs résultats. Mais est-ce qu'il y a eu des engagements qui n'ont pas été engagés? Oui et non, parce qu'en réalité certains engagements, comme je l'ai dit, ont été reformulés et donc ne cadrent plus avec les engagements initialement pris par le président du FASO. Par exemple, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, il y a le forage Christine qui devait être réalisé, surtout dans la zone du Sahel. Mais quand vous allez voir la mise en œuvre et même l'approche programmatique qui a été faite, on a transformé la réalisation des forages Christine par les adductions d'eau potable simplifiées. Donc vous voyez que on n'est plus dans la même logique de l'engagement pris. Et il y a un certain nombre d'engagements qui ont été reformulés ainsi. Aussi bien dans la cible à atteindre que même dans la conduite de la politique. Par exemple, le président dans son projet de société a prévu ou a promis un accès universel à l'eau potable. Zéro corvée d'eau. Et il a bien précisé, c'est-à-dire 100% d'accès à l'eau potable pour les populations burkinabées. Mais quand vous regardez en référence au niveau du PNDS, on a diminué le taux pour l'allier aux ODD, aux objectifs de développement durable. Donc le taux a été ramené à 79% pour être allié aux ODD. Mais sur le plan programmatique, on va se rendre compte que les prévisions n'atteignent pas également ce que le PNDS prévoit. Donc il y a un peu ces incohérences et non-alignements quant à la prise en compte donc, des engagements qui ont été faits. Et il y a aussi d'autres choses. Et quand on prend la question par exemple de la sécurité et de la défense, il y a des efforts qui ont été faits. Le président en la matière avait pris 11 engagements. Et sur les 11 engagements, il y a 6 qui ont été réalisés. Par exemple, l'unification du commandement au niveau militaire, la tenue du forum national sur la sécurité intérieure, et également la question de la révision du concept de la police de proximité. Ça, ce sont des choses qui ont été faites. Mais jusqu'à présent, l'effet reste encore un peu mitigé
parce que quand on tient compte du contexte, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Et jusqu'à présent, bien que la stratégie et la politique de sécurité intérieure, le document a été officiellement remis au chef de l'État, et cette politique n'a pas encore été adoptée. Du coup, pour nous, la politique est encore inexistante. Elle est en gestation et ne permet pas véritablement de mieux apprécier la situation, parce qu'on ne voit pas comment convergent tous les acteurs en faveur donc d'une sécurité intérieure plus consolidée, plus rassurante. D'accord. Alors, mais je reste avec vous. J'ai dit, quand on écoute les uns et les autres, on a l'impression que c'est le domaine de l'éducation qui occupe le haut du pavé. Est-ce que c'est le constat? En termes, par rapport aux analyses que nous avons faites, nous avons effectivement constaté qu'il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été réalisés dans le domaine de l'éducation. Pour autant, il y en a également eu dans le domaine de la santé. Et Ouedraogo parlait tantôt de la gratuité des soins. Il y a aussi d'autres domaines qui ont été véritablement pris en compte. Mais nous sommes également intéressés sur la qualité, la performance et l'efficacité de la mise en œuvre des engagements. Ce qui fait que quand on met tout cela dans le panier, on trouve que il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'une chose est de prendre le texte ou la politique, mais une autre chose est de s'assurer que la politique est effective sur le terrain. C'est là où généralement le bas blesse. Ok, c'est là où le bas blesse. Alors, M. Ouedraogo, est-ce que vous êtes d'avis par rapport sur le plan social, l'éducation et la santé, vous l'avez évoqué, on a l'impression que sur ces aspects-là, le président, les lignes ont bougé. Oui, je pense que on est tous au Burkina, on constate en tout cas ce qui est fait, et aussi on entend aussi l'appréciation des citoyens ici et là, surtout quand on va sur le terrain pour la collecte des données. Les citoyens ne manquent pas de faire des commentaires, ils ne manquent pas de montrer leur satisfaction, et donc il faut le reconnaître effectivement que des avancées sont à noter dans cette mise en œuvre du PNDS. Quand vous prenez dans le domaine spécifique de l'enseignement, surtout quand on va en enseignement supérieur, quelques réalisations qui montrent qu'il y a une volonté qui est là. Regardez, une fois le bac obtenu, l'inscription à l'université. Voilà. Quand nous partions à l'université, c'était d'aller s'aligner sous le soleil pour obtenir une inscription. Aujourd'hui, les choses sont en train d'être facilitées parce qu'il y a cette introduction des innovations de l'Internet, du numérique, voilà, qui facilite les choses. Il y a également le fait que le ministre Ouattara lui-même s'intéresse, voilà, à ces aspects de l'innovation. Peut-être qu'au regard de ses qualifications, ça lui donne beaucoup plus de compétences, ça lui donne plus d'idées, en tout cas d'innover, d'introduire l'Internet ou les NTIC dans ce système de l'enseignement, et ça facilite beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon nombre de citoyens apprécient. Voilà. On sent même que le gouvernement investit même dans la maternelle, voilà, chose qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, on a des crèches de plus en plus publiques qui existent parce qu'on tient compte justement de l'évolution de la société avec des contraintes ci et là des ménages. Donc, il y a tout cela qui montre que oui, il y a une volonté qui est là, même s'il y a des freins, même s'il y a des obstacles, néanmoins, il faut admettre que voilà, de bons résultats sont à analyser. Maintenant, comme disait M. Minungu, c'est de voir aussi côté efficience, côté performance, côté qualité. Voilà. Il ne s'agit pas non plus d'investir, de construire et que 2, 3, 4 ans après, il faut démolir pour reprendre. Parce que si la qualité n'y est pas, c'est un investissement à perte. Voilà. Une fois que, parce que le vent passe, c'est décoiffé ou que voilà, ça fendit partout, je crois que nous serons encore obligés, avant même de rembourser, puisque souvent c'est sous forme de prêt, avant même de finir de rembourser, voilà, on est obligé de reprendre l'infrastructure. Finalement, ce n'est pas efficient, ce n'est pas performant, parce que ça nous amène en arrière. Donc c'est sur ce côté-là que l'on peut voir, est-ce réellement les infrastructures qu'on a, nous avons des infrastructures de qualité.
Voilà, sur ce pas, l'évaluation poursuit son chemin, il faut le dire clairement, ça poursuit, on ne peut pas finir parce que chaque année, en fonction de l'âge de l'infrastructure, on pourra apprécier de sa qualité aussi. D'accord. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes à l'émission Présimètre, donc c'est une émission bilan, donc émission chrono-citoyen, donc émission bilan de la mise en œuvre des engagements du président Roch-Marc Christian Kaboré de 2016 à 2020. Vous pouvez participer à cette émission en appelant le 25 36 04 04 et c'est dès maintenant. Donc s'il y a des auditeurs ou des auditrices, des téléspectateurs ou des téléspectatrices en ligne, vous êtes les bienvenus. 25 36 04 04 pour participer à cette émission, pour donner vos avis, pour poser des questions ou aussi pour faire des commentaires. Donc dans un esprit du respect des règles en la matière, donc la courtoisie, mais aussi voilà. Donc je poursuis l'émission. Donc j'ai dit la ligne est ouverte. Donc pour ceux qui veulent appeler, le numéro s'affiche d'ailleurs sur l'écran, c'est le 25 36 04 04. S'il y a des questions à poser, nos invités se trouveront des réponses, pourront répondre à vos préoccupations. Vous pouvez également faire des contributions. Alors nous poursuivons cette émission. Alors maintenant, quel est l'engagement qui a reçu le moins de réalisation? Alors de façon vraiment analysée, quand on regarde dans le domaine, comme je le disais tantôt, sécurité et défense, on a 6 engagements réalisés sur 11. Dans le domaine, là où il y avait le plus d'engagements, c'était surtout dans le secteur de la santé. Il y avait beaucoup d'engagements à réaliser et surtout assortis de délais. Par exemple, transformer les CSPS en CMA ou en CM dans un délai de 6 mois ou dès la première année. On s'est rendu compte à l'arrivée que c'était pas évident. Et quand on a approché les autorités pour comprendre, ils ont dit il y a eu une sous-évaluation des coûts de réalisation de certaines infrastructures, ce qui fait que ça a joué sur les délais. Et on a également noté, par exemple, toujours dans le domaine de la santé, on a noté par exemple l'assurance maladie universelle qui devait être actionnée. Actuellement, on est toujours à un stade d'imprécision et les populations ne savent pas véritablement pour l'instant où nous en sommes avec. Alors, à la dernière, en fin d'année, on a vu la dotation des ambulances qui en réalité était attendue dès la première année, mais vous voyez que ça a pris 5 ans. Donc, il y a parfois ces délais-là qui jouent également sur les analyses pour voir est-ce que les promesses étaient fermes, est-ce que c'était réaliste et réalisable et dans les délais. Donc, nous en avons pris compte, on a pris cela en compte et on a essayé de voir qu'est-ce qui était de l'ordre du possible. Quand on prend le domaine de l'eau et de l'assainissement, il y en a également eu, il y a eu beaucoup de réalisations, mais comme nous l'avons également évoqué, les efforts restent insuffisants parce que bien que la quantité d'eau produite actuellement au Burkina Faso dépasse largement ce qui a été promis, on voit que la pénurie d'eau est toujours d'actualité. Et nous ne sommes pas encore en période de chaleur, mais il y a déjà des coupures. Bon, et donc ça pose problème. Il faut, nous semble-t-il, maintenant prendre en considération les réalisations. Vous me permettez de prendre un auditeur avant de revenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? Bonsoir, c'est monsieur Yabon, j'appelle de cette personne. D'accord, bienvenue à l'émission, nous vous écoutons. Non, c'était juste un bonsoir pour vous encourager. Ok. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Amen. D'accord, merci. Ce sont des encouragements et des bénédictions. Nous répondons amen et nous continuons cette émission. Nous disons merci. Donc vous pouvez faire comme lui en appelant au 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Alors, poursuivez. Je parlais tantôt de la question de l'eau et de l'hygiène ou assainissement. Donc sur la question de l'accès à l'eau potable, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ces efforts restent encore insuffisants quand on regarde les besoins encore réels des populations en la matière. L'aspect qui est véritablement qui est encore à la traîne et qui mérite beaucoup d'attention, c'est le côté assainissement.
l'assainissement au Burkina Faso, nous semble-t-il être encore mérite beaucoup plus d'attention, et il faut regarder, c'est pas dans le quotidien, voilà, il faut qu'on travaille à intégrer la donne véritablement dans les habitudes, dans l'éducation, et faire en sorte que les politiques publiques intègrent également cet aspect, parce qu'on va voir généralement des infrastructures qui sont réalisées mais qui ne prévoient pas de commodités suffisantes pour adresser convenablement la question de l'assainissement, et cela pose un véritable problème. Et quand on prend le volet sécurité alimentaire, nous allons voir que il y a eu aussi des efforts dans le domaine. On a fait des excédents céréaliers, mais on voit également des poches et de déficits. Donc, il faut également penser à des politiques pour rééquilibrer l'accès des populations à l'alimentation, et surtout à une alimentation suffisante. Parce qu'il s'agit des questions de droits humains et il faut en tenir compte. Donc, il y a, disons, beaucoup de choses qui ont été faites, mais de façon objective, il reste encore beaucoup à faire. Alors, M. Ouedraogo, il dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. L'assainissement est à la traîne. Le zéro corvée d'eau c'est un engagement qui semble n'avoir pas été tenu. Est-ce que sur le plan terrain, est-ce que vous constatez qu'effectivement il y a des efforts pas visibles à ce niveau? Oui, comme M. Meningwe le disait, effectivement, c'est un engagement du président du Faso je m'engage à réduire ou en tout cas éradiquer la corvée d'eau, zéro corvée d'eau. Mais effectivement, sur le terrain, cet engagement n'est pas arrivé à terme, à 100% réalisé, parce que on le constate, même dans les grands centres urbains, il y a toujours ce problème d'accès à l'eau potable. Voilà. Les branchements sont là, mais il y a toujours cette pénurie qui est toujours constatée. Même en pleine saison hivernale, on constate toujours cette pénurie. Et ça a été vraiment récurrent cette année, quand même, la question de la pénurie. Je n'ai pas compris vraiment pourquoi, en tout cas particulièrement cette année, on l'a senti qu'il y a eu beaucoup. Même l'énergie, l'accès à l'électricité a été beaucoup plus même connu une amélioration, une évolution par rapport à la question d'eau, où pratiquement un jour sur deux, on attend toujours à une pénurie. Maintenant, si dans les centres urbains, on a ce problème... Alors, M. Ouedraogo, vous patientez, je vais prendre Ablassé qui nous appelle depuis Pau. Avant de venir Pau, c'est dans le nord. Bonsoir, Ablassé. Oui, bonsoir. Alors, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour l'initiative de l'émission. Oui. Vraiment, mes félicitations à ceux aussi qui ont eu cette initiative de créer cette initiative. Ok, merci bien. Je vous encourage beaucoup. Merci. Voilà. Maintenant, là où ça coche un peu, c'est côté sanitaire. Oui. Et ça, je me dis aussi, ça n'engage pas seulement nos dirigeants. Il faut vraiment que toute la population s'y mette. Donc, pour moi, il faut des mesures éducatives et coercitives là-dessus pour que vraiment on puisse éradiquer cette question d'insalubrité dans notre pays. D'accord, donc mesures éducatives et coercitives. Sur le plan de l'assainissement, c'est ça, vous voulez dire? Oui. D'accord. Sur le plan de l'assainissement. Ok. Vous avez une autre contribution? Non, pour le moment, merci. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous disons merci à Ablassé qui nous appelle depuis Pau, c'est dans le Naouri. Donc, vous pouvez faire comme lui en appelant au 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Donc, sur la question de l'assainissement, il ne rejette pas la faute seulement sur les dirigeants, sur les autorités, mais les populations ont une part de responsabilité. Il lui propose des mesures éducatives et coercitives.
je suis tout à fait d'accord avec M. Ablassé qui a en tout cas fait une analyse pertinente en disant oui, il y a la part de responsabilité du citoyen. Effectivement, on le constate ça et là. Nous sommes tous interpellés, nous sommes tous responsables. Quand on voit les infrastructures d'assainissement, en tout cas construites par l'État ou souvent les municipalités, c'est devenu nos dépotoirs. Où c'est aussi le moyen pour nous, au lieu de creuser des puits perdus dans nos maisons, on fait une canalisation directe et les eaux de toilette se déversent directement dans les caniveaux. Voilà, c'est donc c'est de l'incivisme. Voilà. Et tantôt ça se bouche et c'est ça qui est justement à l'origine souvent des inondations. Et encore, on va sortir crier que voilà, le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Voilà, pourtant aussi, il y a notre part de responsabilité. Mais, quoi qu'on dise, le premier responsable, pour moi, reste aussi l'administration, reste le gouvernement. Parce que quand on regarde avec les plans de lotissement et autres, souvent on ne prévoit pas des égouts ou on ne prévoit pas des lieux, des dépotoirs. Voilà. Et le citoyen est laissé à lui-même. Tu as ton sac de poubelle rempli, tu ne sais pas où aller. Les gens, ils se lèvent la nuit, ils le déversent là où ils le veulent. Donc, il y a aussi une part de responsabilité partagée. Il faut que les municipalités entrent en jeu pour montrer aussi leur intérêt. C'est vrai qu'ailleurs, c'est assorti de taxes. Voilà, la collecte des déchets, voilà, il y a des taxes pour ça, il faut payer. Et la municipalité se charge exclusivement de ça, mais le citoyen paye. Voilà, on peut réfléchir à comment, en tout cas, fournir les infrastructures adéquates. Et maintenant, quand les citoyens, malgré tout, ne respectent pas cela, comme il dit, voilà, on peut envisager des mesures drastiques, des mesures de coercition pour amener tout un chacun à respecter, parce que ça y va tous de notre intérêt. Donc, je pense que son analyse est pertinente. La responsabilité est partagée. Le citoyen est interpellé, tout comme la municipalité, surtout, est aussi interpellée pour jouer ce rôle-là d'assainissement. 25 36 04 04 pour participer à cette émission. Chrono Citoyen, vous pouvez également nous envoyer des messages sur la plateforme Présimet. Et si d'ailleurs il y a des messages des intervenants ou d'intervenantes, nous les lirons pour vous. Donc s'il y a des messages qui se signalent, nous allons les lire pour vous. Ça peut être des questions ou des contributions. Alors, Monsieur Minungu, c'est vrai que sur le plan de l'assainissement, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a le citoyen qui est interpellé, mais la réalité aussi, c'est que vous avez des poubelles improvisées comme ça, on va dire, mais quand vous avez les déchets, où est-ce que vous les acheminez? Donc les points de collecte comme on appelle ça, de déchets posent problème aussi à Ouagadougou. Exactement, et c'est un peu général sur tout le pays. Et... D'accord, je prends Madame Tiendrebeogo et puis je reviens. Bonsoir Madame. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne directe. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous nous appelez d'où? D'accord. Ma préoccupation, je suis à Ouagadougou. D'accord, allez-y. Ok. Je voudrais savoir s'il a été question de la revitalisation du patrimoine linguistique. Patrimoine? Et où nous en sommes? Linguistique. D'accord. Le patrimoine linguistique. Ok. D'accord. Autre question? Je vous remercie. D'accord. Donc, ça semble tout pour Madame Tiendrebeogo qui nous appelle depuis Ouagadougou. Alors, Monsieur Minungu, vous allez répondre à cette question de notre téléspectatrice. Donc, la première, avant effectivement de continuer, est-ce qu'il a été question de la prise en compte de notre patrimoine linguistique? Alors, la question des langues nationales a été posée. Et il faut dire qu'elle est en phase donc d'être en tout cas mise en œuvre. Et quand on regarde même la dénomination actuelle du ministère en charge de l'éducation, on voit qu'on est allé jusqu'à adjoindre un ministère donc de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et des langues nationales. La promotion des langues nationales. Et la promotion des langues nationales. Donc la promotion des langues nationales fait maintenant partie intégrante des politiques du Burkina Faso. Quoique cela soit donc est vrai ou activé, il faut dire que la mise en œuvre. D'accord, avant de répondre à votre question, je prends Emmanuel qui nous appelle de Ouagadougou avant de revenir. Bonsoir.
Allô, bonsoir. Oui, alors bonsoir Emmanuel, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Ouagadougou. Ouagadougou, quel secteur ou quel quartier? Bon, secteur 13. Ok, secteur 13. Alors vous êtes en direct, il est parti. Alors, on l'a perdu. Alors, monsieur Emmanuel, vous êtes prié de revenir. C'est le 25 36 04 04. Il nous appelait du secteur 13. Certainement qu'il va revenir. Alors, oui, la prise en compte du patrimoine linguistique. Voilà. Donc, le patrimoine linguistique, sa prise en compte reste encore limitée parce que, nous semble-t-il, son utilisation est encore confinée dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation et de l'alphabétisation. Alors que c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Très important. Exactement. Donc il faut que nous brisions la barrière, qu'on accepte franchir le pas et aller vers des actions concrètes qui vont permettre de nous identifier de façon même à partir de nos langues et nous exprimer sans vraiment gêne et même aller au-delà parce que ça fait partie d'un pan de la culture. Et si on n'arrive pas à sauvegarder ou à promouvoir valablement la culture, nous allons perdre beaucoup de choses. Donc, mais pour le moment, on retient que le patrimoine linguistique est pris en compte au niveau du MENA-PNL en abrégé. Exact. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Exact. D'accord. Ok, merci. Je pense que la question de Mme Tiendebero a trouvé réponse. Donc, on poursuit avec la question de l'assainissement avant qu'on aborde d'autres volets qui sont liés aux engagements du chef de l'État. Alors, on parlait effectivement de la disponibilité ou l'indisponibilité des bacs à ordures et même des lieux de traitement de ces ordures. Ce qui fait que quand vous allez vous rendre compte à travers la ville de Ouagadougou qu'on a des dépôts qui sont là pêle-mêle et qui polluent davantage l'environnement. Et le traitement également pose problème. Il y a quelques jours, j'étais dans les encablures de Toudoubuego où j'ai vu à côté, à proximité de la voie, et la zone où on doit faire le traitement de ces ordures. Mais on se rend compte que c'est pas la chose la plus facile et aisée qui soit. Et quand on prend à l'échelle du pays, vous allez à Bobo, vous allez ailleurs, au Yugouya, c'est maintenant peut-être qu'on essaie de faire tant bien que mal pour collectionner les sachets. Sinon, je m'étais posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la région du Nord pour que les sachets y soient de façon visible et de façon outrancière? Alors, la question du traitement des ordures est un véritable problème au Burkina Faso. Et même, je me rappelle qu'on avait suivi cet élément pour les vidangeurs des latrines, des fosses septiques, qui, malheureusement, au lieu de qu'on aille jusqu'à la transformation de tous ces, on l'appelle entre autres de l'or, et pour que, parce qu'on peut l'utiliser pour en faire de l'énergie et autre chose. Voilà, on est là. On n'investit pas suffisamment dans cette dynamique de transformation qui peut être plus ou moins un palliatif dans certaines situations. Et en même temps qu'on ne traite pas la question des déchets, on contribue de façon plus grande à polluer encore l'environnement et à exposer les citoyens. Parce que qui parle d'environnement insalubre parle également d'environnement où la santé est à rude épreuve. Parce que c'est des choses qui sont liées. Et je vais plus loin. Nous sommes sortis sur le terrain pour visiter les cadres administratifs. Parce que quand on parle de la communauté, on occulte parfois le cadre administratif qui y prévaut. Et on va dans certains cadres de l'administration, mais on se demande, mais est-ce que véritablement on a des individus qui y vivent avec les salubrités qui y règnent, et y compris même dans certaines formations sanitaires? Allez juste pendant la saison pluvieuse ou juste après, vous allez voir l'herbe qui rivalise avec les habitants de la cour. Et parfois, c'est maintenant que le ministère a pris des normes pour la construction des centres de formation sanitaire. Sinon, vous avez des centres de formation sanitaire où il n'existait pas d'incinérateur. Donc, on brûle les déchets médicaux comme ça pollue l'atmosphère. Il y a des enfants parfois qui jouent dans ces espaces et qui peuvent être contaminés par
par plusieurs sortes de maladies. Donc, l'insalubrité et l'assainissement, il faut véritablement que nous serrons la ceinture et qu'on tente de renverser la tendance. D'accord, merci bien. En tout cas, on aura retenu l'engagement seul du chef de l'État dans le cadre de l'assainissement, de l'eau de l'assainissement. Son engagement seul ne suffira pas, il faudra l'implication des Burkinabés. Alors, nous allons passer à un autre sujet qui renferme beaucoup d'engagement, mais aussi qui occupe le haut du pavé par rapport aux préoccupations des Burkinabés. Il s'agit de la question sécuritaire, donc de la lutte contre le terrorisme. Alors, est-ce qu'on peut avoir le point des engagements qui ont été faits à ce niveau, monsieur le ministre? Oui, alors, comme je le disais, le président du Faso a pris 11 engagements. Et sur les 11 engagements, il y a 6 engagements qui ont été réalisés. Et le premier engagement, par exemple, réalisé, c'est la réorganisation des forces armées nationales dans toutes ses composantes sous un commandement unique. Il vous souviendra qu'avant 2015, il y avait plusieurs chefs d'état-major de l'armée burkinabé, dans l'armée burkinabé. Et le candidat Roch-Marc Christian Kaboré s'était engagé, une fois élu, à unifier l'armée sous un commandement unique. Mais il faut dire qu'on n'a pas eu besoin d'attendre son accession au pouvoir pour que cela soit acté, parce qu'à l'issue du coup d'État, les autorités de la transition avaient déjà décidé de la suppression du RSP et on se retrouvait déjà avec un commandement unique. Donc il restait maintenant à voir comment mettre en place les mécanismes qui sied pour permettre, disons, une opérationnalisation facile de la chose.